It's the captain, Chancellor Mbemba, the man who scored the semi-final winner against Cameroon. The man who almost scored a winner in this final. This shootout. Ça y est, Chancellor Mbemba, qui avait les destins des Léopards entre ses mains, permet à la RDC de franchir cette étape décisive, car ayant obtenu les tickets pour le barrage intercontinentaux en mars 2026. Cette victoire des Congolais au tir au but, il faut aussi l'attribuer à un héros dans l'ombre, Timothée Fayulu, pour ses arrêts spectaculaires. Experienced defender. And it's been the Interconfederation playoffs. Tout le monde est unanime. Le remplacement de Lionel Mpassi aux toutes dernières minutes pour laisser la place à Timothée Fayulu était la meilleure des options prises par les sélectionneurs des Léopards de la RDC. Durant cette période de tir au but, l'irritation était à son comble, dont le chef de l'entraîneur nigérien qui estime que la RDC a usé du fétichisme. During all the penalty session, a guy of Congo did some voodoo. Pendant toute la séance de tir au but, les gardes du Congo faisaient du vaudou tout le temps. C'est pourquoi j'étais un peu énervé à cause de ça. J'ai vu un truc du genre, je ne sais pas si c'était de l'eau ou quelque chose d'autre. En conférence de presse d'après-match, Sébastien Desabre n'a pas évoqué cet aspect, mais a plutôt souligné que le Nigeria méritait aussi d'être félicité. Les sélectionneurs de la RDC a estimé que c'est maintenant le moment de célébrer après avoir joué 12 matchs avec beaucoup de pression. Cette pression, la RDC l'a ressentie dès la 3e minute de la partie avec un but de Super Aigle du Nigeria sur une erreur d'Arthur Masuaku. La première action et le Nigeria ont ouvert le score sur pratiquement la première action et une incompréhension de la défense congolaise. Dans l'axe très dangereux et derrière cette déviation, pratiquement un but. Pas question de baisser les bras pour les Congolais qui ont mis la pression sur leur adversaire qui concède finalement un but vers la 32e minute grâce à Meshak Elia, bien servi par Cédric Bakambu. Right on cue, Meshak Elia. Just after the half hour. Il faut dire que la qualité des jeux produits par la RDC a été largement saluée par toutes les couches de la population qui vient les 11 nationales être à la hauteur de la Coupe du Monde. Les yeux sont désormais rivés vers mars 2026, espérant que la RDC crée de la sensation et mette à nouveau en ébullition toute la nation. Vite, vite, hein. Maman. Maman. Dana. Laisse. Seigneur. Dan, laisse. On va trouver un autre. Dan, allons-y. Maï. Maman. Dégagez de là, s'il vous plaît, dégagez. Il a bien fait au coup d'abord. Comment elle est là pour le gagnement? Les ministres de Ressources hydrauliques et électricité a présenté une note d'information à 2 volets. Le premier concernant l'urgence des travaux d'assainissement et d'amélioration de la desserte en électricité dans la ville-province de Kinshasa, exécutée par la SNEL. À ce sujet, il a indiqué
que la direction de la SNEL a été instruite d'élaborer et de déployer un plan d'action d'exploitation et d'investissement dédié à l'amélioration immédiate de la desserte en énergie électrique pour les populations. Ces derniers est restructuré autour de 3 axes d'intervention majeurs conçus pour produire un impact rapide et mesurable sur l'ensemble du réseau urbain. La durée prévisionnelle de réalisation de l'ensemble du plan est estimée à 1 semestre. Dans un premier temps, il sera question de l'amélioration de la desserte dans les secteurs Est, Ouest et Nord. Ensuite interviendra l'optimisation du réseau basse tension et enfin la sécurisation des sites stratégiques. Le financement sera assuré à 50% sur fonds propres de la SNEL et les 50 autres % par le gouvernement grâce à l'appurement échelonné des créances de la SNEL et des partenaires techniques et financiers. L'exécution de ces plans d'action devrait permettre d'atteindre les objectifs opérationnels suivants. La réduction du délestage de 2 heures sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, l'élargissement de la couverture en supprimant les poches noires et en étendant les périmètres de desserte, la réduction de la dépendance des sites stratégiques aux effets de la surcharge et du délestage, l'élimination intégrale du délestage dans la commune de la Gombe constituant la zone pilote. Le ministre a sollicité l'accompagnement ferme du gouvernement pour que cette phase pilote puisse servir de modèle de réussite reproductible à l'échelle de l'ensemble du réseau national de la SNEL. Au deuxième point, l'évolution de la mise en œuvre de conditions et modalités de gestion, d'exploitation et de maintenance des infrastructures électriques financées par le gouvernement à travers l'ANSER, en perspective de la mise en service de 22 centrales et ouvrages électriques qui ont été réalisés à ce jour par le gouvernement à travers l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, le ministre de Ressources hydrauliques et électricité a informé le Conseil qu'il a institué par arrêté interministériel une commission technique chargée de définir les conditions et modalités de gestion, d'exploitation et de maintenance de ces infrastructures. Les travaux de la commission se sont tenus du 14 octobre au 4 novembre dernier dans un cadre de collaboration interinstitutionnelle et de cohérence sectorielle. Ils ont abouti à un ensemble de recommandations normatives et opérationnelles destinées à encadrer la mise en service et la gestion durable de ces ouvrages électriques publics. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. J'ai salué l'accord signé à Doha entre la RDC et le M23, souligne le dirigeant français, qui indique qu'après tant de souffrances, ces nouveaux pas est une véritable ouverture pour la paix et une lueur d'espoir pour tous. Il remercie toutes les parties pour leur esprit constructif et les Qatar pour son rôle déterminant. Le chef de l'État français promet dans le même temps le soutien de son pays pour la paix, la stabilité aux populations, dans la droite ligne de résolution de la conférence de Grand Lac de Paris en octobre dernier. Cet accord cadre, signé dans un contexte de méfiance entre les deux parties, s'articule autour de 8 protocoles couvrant l'ensemble des problématiques liées à la crise, dont mécanisme de libération de prisonniers signé le 14 septembre 2025, les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025, l'accès humanitaire et la protection judiciaire, la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale, les arrangements sécuritaires intérimaires et les DDR, l'identité, la citoyenneté, les retours et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées, la relance économique et les services sociaux, la justice, la vérité et la réconciliation. Quelques heures après cet acte très attendu à l'échelle nationale et internationale et dont l'issue déterminera la suite de l'accord de Washington, Kinshasa a sorti un communiqué dans lequel il salue une étape décisive dans la quête d'une paix juste, inclusive et durable dans l'est du pays. Il indique que l'accord cadre de Doha fixe en effet les bases d'un processus destiné à mettre fin aux hostilités, à rétablir l'autorité de l'État et à consolider la stabilité nationale. Le gouvernement congolais réaffirme par ailleurs sa détermination à placer la paix, la sécurité et la dignité du peuple congolais au cœur de son action, précisant que les 6 autres protocoles restants feront, eux, l'objet de discussions 2 semaines après la signature de l'accord cadre.
Dans son discours d'acceptation et d'ouverture, Félix Tshisekedi a annoncé que son mandat à la tête de cette organisation régionale sera celui des résultats articulés autour de 5 priorités, à savoir la réforme institutionnelle de la CIRGL, le rétablissement et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale, le renforcement de la coopération judiciaire, le renforcement de la lutte contre l'exploitation et les commerces illicites des ressources naturelles au travers d'un programme effectif des traçabilités de minerais et l'intégration économique régionale. Le chef de l'État a promis d'exercer cette responsabilité dans un esprit d'écoute, d'impartialité et d'efficacité en comptant sur l'appui de l'ensemble de ses pairs. Notre région reste confrontée à des défis que nous connaissons trop bien. Persistance des conflits et des actes d'agression, déplacement massif des populations, violences sexuelles, fragilité économique, déficit d'infrastructures transfrontalières, exploitation et commerce illicites des ressources naturelles. Ces mots ne sont pas une fatalité. Ils appellent volonté politique plus affirmée, une solidarité régionale renouvelée et une responsabilité réellement partagée, a-t-il indiqué. Il y a lieu de dire aussi que Félix Tshisekedi a insisté sur le fait qu'il est temps d'accélérer l'application intégrale du protocole de non-agression et des défenses mutuelles à la coopération judiciaire du pacte sur la stabilité, la sécurité et le développement de 2006. Il a souligné que ces pactes demeurent les socles de la CIRGL. Parmi les sujets abordés, il y a eu également la coopération d'État à État dans les secteurs des mines. Coopération également dans l'échange des renseignements financiers liés au blanchiment d'argent, aux infractions principales associées et au financement du terrorisme, ainsi que de la collaboration entre la Banque centrale de l'UAE et la Banque centrale du Congo. La finalisation de l'accord de libre-échange avant la fin de l'année était aussi évoquée. Retenons que les Émiratis ont relevé que de 2023 à 2025, les échanges commerciaux entre la RDC et l'UAE ont augmenté de 27%. Ils projettent d'organiser un forum UAE-RDC afin de permettre à la République démocratique du Congo de se vendre et de présenter tous ses projets pour obtenir les financements. Par ailleurs, les deux parties ont parlé de la ratification d'un accord de services aériens entre l'UAE et la RDC, du projet de construction dans les corridors Lobito par les groupes Abu Dhabi Port, de 2 ports secs et 2 routes, l'une allant de Kolwezi à Dilolo et l'autre de l'Angola, en passant par la RDC jusqu'en Zambie. Les Émirats arabes unis annoncent qu'ils vont aussi investir dans les ports de Matadi et d'Eboma. L'autre sujet à l'ordre du jour était relatif à la collaboration entre l'Académie diplomatique Anouar Garchi, UAE, et l'Académie diplomatique congolaise. Enfin, les deux parties ont partagé leurs expériences sur le développement et la modernisation du gouvernement. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la persistance de la déstabilisation des institutions provinciales. Le président de la République a exprimé avec la plus grande fermeté sa profonde préoccupation face à la recrudescence d'actes de déstabilisation observés au sein de plusieurs institutions provinciales de notre pays. Ces tensions, matérialisées par des motions souvent intempestives et infondées contre le gouvernement ou les assemblées provinciales, compromettent gravement la stabilité de nos entités territoriales. Au cours de sa communication à la 44e réunion du Conseil des ministres, le président de la République avait appelé à l'adoption de mesures concrètes pour contenir ces crises récurrentes. Il a salué à cet égard les efforts du gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dont l'action a notamment permis la signature d'un acte d'engagement par les présidents des assemblées provinciales, les membres de leurs bureaux respectifs ainsi que les gouverneurs de province instituant un moratoire sur les motions de défiance visant les exécutifs provinciaux. Cependant, malgré ces avancées, la situation continue de se détériorer dans plusieurs provinces. Cette dérive est inacceptable car elle sape le fonctionnement régulier de l'État et menace les aspirations légitimes de nos populations à la paix et au développement. Des informations concordantes lui parvenues font état
des manœuvres de déstabilisation orchestrées depuis Kinshasa par certains leaders politiques ou autorités morales qui manipulent les élus provinciaux pour satisfaire des intérêts partisans contre les développements de la République démocratique du Congo. Le président de la République a affirmé avec gravité que cela doit cesser immédiatement. La République ne peut tolérer que des ambitions personnelles ou des calculs politiciens prennent en otage la gouvernance provinciale et au-delà le pays. Les institutions provinciales ne doivent plus être instrumentalisées comme espace de marchandage ou de pression entre acteurs politiques. En conséquence, il a chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, ainsi que les services d'intelligence habilités de renforcer les mécanismes de suivi, d'alerte et de prévention afin de détecter et de neutraliser toute tentative d'ingérence ou de manipulation, et ceci sans museler tout droit ou expression démocratique. Les présidents de partis politiques et regroupements politiques ont été chargés de rappeler à l'ordre leurs membres impliqués dans ces pratiques et à veiller à une stricte discipline interne. Le président de la République a demandé aux élus provinciaux de se conformer rigoureusement à la Constitution, aux lois de la République et à l'acte d'engagement qu'ils ont librement signé. Enfin, il a mis en garde tous ceux qui s'adonneraient à l'organisation, au financement ou à l'incitation à la déstabilisation des institutions. Des mesures exemplaires seront prises à leur encontre conformément aux lois de la République. Lors de la cérémonie des clôtures, le directeur général de l'Institut national de la santé publique a salué cette initiative, mettant en avant la contribution stratégique de l'Institut à la digitalisation du secteur de la santé. La visite remarquée du Dr Roger Kamba, ministre de la Santé au stand de l'INSP, a particulièrement marqué les esprits. Dans la gestion des urgences sanitaires ainsi que d'autres catastrophes naturelles. Alors, d'un forum comme celui-ci. Oui, surtout dans les données à temps réel. Ok. Félicitations. Merci. Je vais lire une photo parce que sinon le DG va... Le DG ne va pas croire que j'ai passé ici. Le directeur général a également souligné l'importance de Digital Horizon pour le renforcement de partenariats techniques et institutionnels essentiels pour établir un système de santé plus sécurisé, moderne et efficace. L'événement a ouvert de nouvelles perspectives, notamment des opportunités de collaboration en faveur d'une modernisation durable du système de santé congolais. L'Institut national de santé publique, c'est un établissement public en charge de facilitation de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Et nous avons comme mandat, c'est vraiment faire de la prévention, la promotion, la préparation et la réponse aux épidémies et aux toutes les urgences sanitaires en République démocratique du Congo. Donc comme vous savez que maintenant nous faisons face à plusieurs épidémies au pays, les épidémies de choléra, les épidémies d'impox, même la maladie à virus Ebola. Donc sachez que toutes ces épidémies sont gérées par l'Institut national de santé publique. Et nous sommes un établissement sous la tutelle du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale. Donc voilà, de façon très ramassée, c'est que l'Institut national de santé publique fait. Et dans le cadre de la prévention, nous travaillons avec tous les autres programmes de lutte contre la maladie au niveau du ministère de la Santé pour vraiment mettre en œuvre toutes les actions, les stratégies en rapport avec la prévention contre les maladies. Occasion faisant les larrons, il a immortalisé sa présence à ces moments clés en prenant une photo de groupe avec l'équipe de l'INSP mobilisée pour mettre en avant la visibilité de l'établissement.